Bonjour tout le monde. Alors le travail que je propose d'élaborer dans cette vidéo porte sur l'élaboration d'une problématique servant de base à la rédaction d'un commentaire composé. Sachant que celui-ci consiste à mener un travail d'analyse et de réflexion. Donc, on ne peut réussir un commentaire composé qu'à partir du moment où on est en mesure d'effectuer une lecture pertinente du texte littéraire. Une lecture qui met l'accent essentiellement sur tous les éléments qui caractérisent l'identité littéraire de ce texte, sur le plan générique, sur celui de l'écriture, tout ce qui se rapporte à la grammaire, à la composition, autrement dit au niveau macrotextuel comme au niveau microtextuel. Le travail d'aujourd'hui sera consolidé par une autre vidéo dédiée à l'application à même de nous conduire lors d'une, ou plutôt suite à une ou deux lectures, de passer à la formulation d'une problématique. Allez au travail. Encouragez ce travail par un like pour encourager la vidéo et donc la chaîne dont l'objectif est de venir en aide aux étudiants qui ont du mal à saisir les mécanismes intellectuels et rhétoriques nécessaires à la maîtrise d'un exercice littéraire, comme le commentaire composé, le commentaire de style, dissertation, explication de texte et j'en passe. Au travail. Comme je l'avais déjà promis, je reviens sur les difficultés qu'oppose la réalisation ou la rédaction d'un commentaire composé. Voilà pourquoi, parce que j'ai remarqué, aussi bien avec mes étudiants au CPA, voilà que dans les classes préparatoires, que les élèves ont du mal à formuler une bonne problématique, ou bien à problématiser la réflexion qu'ils cherchent, qu'ils ont à développer, voilà, dans leur travail de rédaction. Alors, la problématique est d'autant plus importante qu'il permet d'organiser, d'ordonner, de raisonner sa réflexion, voilà, pour qu'il soit donné au lecteur, voilà, dans une évolution très logique. Alors, pour commencer ce travail, je lirai d'abord le texte pour amener, voilà, celui qui suit la vidéo à voir très clair les éléments sur lesquels je mets l'accent. Alors, il s'agit de la page liminaire, c'est-à-dire de l'incipit ou de l'incipit, voilà, ça dépend des prononciations, voilà, du roman intitulé L'œuvre de Zola. Alors, je commence. Claude passait devant l'hôtel de ville, et 2 heures du matin sonnaient à l'horloge, quand l'orage éclata. Il s'était oublié à rôder dans les halles par cette nuit brûlante de juillet, en artiste flâneur, amoureux du Paris nocturne. Brusquement, les gouttes tombèrent si larges, si drues, qu'il prit sa course, galopa, dégingandé, éperdu, le long du quai de la Grève. Mais au pont Louis-Philippe, une colère de son essoufflement l'arrêta. Il trouvait imbécile cette peur de l'eau, et dans les ténèbres épaisses, sous le cinglement de l'averse qui noyait les becs de gaz, il traversa lentement le pont, les mains ballantes. Du reste, Claude n'avait plus que quelques pas à faire. Comme il tournait sur le quai de Bourbon, dans l'île Saint-Louis, un vif éclair illumina la ligne droite et plate des vieux hôtels rangés devant la Seine, au bord de l'étroite chaussée. La réverbération alluma les vitres des hauts fenêtres sans persiennes. On vit le grand air triste des antiques façades avec des détails traînés. Un balcon de pierre, une rampe de terrasse, la guirlande sculptée d'un fronton. C'était là que le peintre avait son atelier. Dans les combles d'un ancien hôtel du
Martois, à l'angle de la rue de la Femme sans tête. Le quai entrevenu était aussitôt retombé aux ténèbres, et un formidable coup de tonnerre avait ébranlé le quartier endormi. Arrivé devant sa porte, une vieille porte ronde et basse, bardée de fer, Claude, aveuglé par la pluie, tâtonna pour tirer le bouton de la sonnette. Et sa surprise fut extrême. Il eut un tressaillement en rencontrant dans l'encoignure, collé contre le bois, un corps vivant. Puis, à la brusque lueur d'une seconde éclair, il aperçut une grande jeune fille, vêtue de noir et déjà trempée, qui grelottait de peur. Lorsque le coup de tonnerre les eut secoués tous les deux, il s'écria: « Ah, ah bien, si je m'attendais, qui êtes-vous? Que voulez-vous » Il ne la voyait plus. Il l'entendait seulement sangloter et bégayer. « Ah, monsieur, ne me faites pas du mal. C'est le cocher que j'ai pris à la gare qui m'a abandonné près de cette porte en me brutalisant. Oui, un train a déraillé du côté de Nevers. Nous avons eu 4 heures de retard. Je n'ai pas pu trouver la personne qui devait m'attendre. Mon Dieu, c'est la première fois que je viens à Paris, monsieur. Je ne sais pas où je suis. » Fin du texte. Après avoir lu le texte, il va falloir maintenant passer à une seconde étape qui consiste à formuler un certain nombre de remarques qui vont servir de base à notre réflexion interprétative sur ce texte. Parce qu'il ne s'agit pas d'imposer un sens au texte, mais plutôt d'extraire ce texte à partir des éléments qui le composent. La première remarque est la suivante. C'est que le texte est composé de 2 mouvements. Nous avons le premier mouvement qui est un passage narratif, un récit, où la voix énonciative reconstitue une étape du chemin que parcourt Claude pour revenir chez lui ou bien pour aller à son atelier. Et nous avons un autre mouvement qui est un discours. Et ce discours est prononcé par le second personnage, voilà, que l'on vient de découvrir et dont nous avons 2 informations. La première est l'expression un corps vivant et puis une grande jeune fille. La question qu'il faudra se poser maintenant est la suivante. Les personnages sont-ils présentés, ces 2 personnages sont-ils présentés de la même manière ou bien nous avons 2 modalités de présentation? Et ça va nous conduire en quelque sorte à mener, si vous voulez, un premier moment de notre réflexion. Sachant que le premier mouvement commence depuis Claude jusqu'à bégayer, et le second, un paragraphe dialogique prononcé par la jeune fille rencontrée par le narrateur. Alors, pour répondre à notre question, à savoir comment les 2 personnages sont-ils présentés, nous dirons que les 2 mouvements proposent la réponse. Le premier mouvement est un récit, alors que le second est un discours. Alors que Claude est présenté à travers la technique du portrait moral, qui se construit au fur et à mesure que le personnage accomplit son parcours, qui le conduit chez lui,
le portrait de la grande jeune fille est réduit à son identité générique. En effet, en racontant les circonstances de sa présence devant la porte de l'atelier de Claude, il fait ce qu'on peut appeler un autoportrait circonstancié. Donc, cette identification des deux personnages est le résultat de la fonction de l'incipit qui consiste à fournir des informations nécessaires à la construction de chaque personnage et à sa réception par le lecteur. Alors pourquoi? Parce que ce sont ces informations-là qui vont inscrire le roman dans un horizon d'attente et le lecteur doit être sensible aux éléments, voilà, qui annoncent, ou plutôt qui laissent entendre, ou plutôt voir, cet horizon d'attente. Nous avons là, donc, on peut faire une première conclusion partielle. Cet incipit marque une évolution dans la conception de la première page de roman. D'abord, par la façon dont il établit le rapport entre la narration et la réalité avec ce commencement in medias res. Vous l'aviez compris, c'est-à-dire il ne s'agit pas d'un personnage qui est présenté à travers son état civil. Non, il s'agit d'une modalité de présentation des personnages qui informe le lecteur d'une manière indirecte sur le personnage. Ce sont les actions de chacun, plutôt que chacun accomplit, voilà, qui conduisent le lecteur à restituer ces informations qui impliquent le comportement du protagoniste. La deuxième question à laquelle je répondrai comme seconde étape, voilà, dans le déroulement de ce travail, est la suivante. Quels sont les indices textuels qui contribuent à la construction des deux protagonistes? En effet, pour ce qui est de Claude, son regard se donne à lire comme le prisme, ou plutôt le filtre, permettant d'approcher le monde ambiant et les actes du protagoniste lui-même. Il est alors évident que la description du personnage et du paysage nocturne où il évolue est construite sous le signe de l'impressionnisme. D'où le contraste des couleurs très visible dans cette scène liminaire du roman. Le champ sémantique, par exemple, relatif à ce contraste, se construit comme suit: lumière et obscurité. Nous trouvons dans le texte, dans les ténèbres épaisses, les becs de gaz, un vif éclair illumina la ligne droite, la réverbération alluma les vitres, la guirlande sculptée d'un fronton retombait aux ténèbres à la brusque lueur d'un second éclair. Vêtu de noir, retombait aux ténèbres, il ne la voyait plus, il l'entendait seulement sangloter et bégayer. Cette opposition entre la lumière et l'obscurité exprime finalement l'identité du personnage qui s'inscrit dans l'impressionnisme comme mouvement de peinture ayant marqué le milieu du XIXe siècle. Le second personnage, à savoir la jeune fille étrangère qu'elle croise juste devant la porte de son atelier, étant associée à une histoire, se propose elle-même à poser comme modèle physique à peindre, d'où l'expression jeune, grande fille. Ainsi, sur la base des remarques que nous venons d'établir, on va formuler notre problématique, où on retiendra l'opposition récit-discours, contraste des couleurs, silence de l'un et parole de l'autre. Ces éléments nous aideront, voilà, à la concevoir comme suit. Ainsi, nous pouvons dire:
Dans quelle mesure cette page liminaire, en rattachant la construction des deux personnages au principe du contraste, contraste des couleurs, opposition récit-discours, on inscrit l'identité et la fonction dans le mouvement impressionniste comme élément clé du roman. Ce que l'on peut retenir de tout ce qu'on vient de dire est le fait suivant. La problématique est l'aboutissement d'un moment de raisonnement, voilà, que l'on effectue lors de notre lecture du texte objet de notre commentaire. Alors, on a, si vous voulez, formulé quelques remarques, des remarques sur les éléments jugés comme ou plutôt qui caractérisent le texte, et tous ces éléments, d'une manière synthétique, d'une manière catégorisée, d'une manière raisonnée, doivent en quelque sorte apparaître dans la formulation de notre problématique. Voilà pourquoi, parce que c'est cette même problématique qui va servir de base à l'élaboration de notre plan de raisonnement ou bien notre plan de rédaction, appelez-le comme vous voulez. Et ce travail du passage de la problématique à l'élaboration du plan de raisonnement fera l'objet de notre prochaine vidéo. Et merci.